Bonjour à tous, chers auditeurs d'Equinox Télévision. Bienvenue à ce premier numéro de la semaine de l'émission La Revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés, invités avec lesquels nous reviendrons sur l'essentiel des unes de ce matin et des unes que nous allons découvrir. Commençons par le journal La Nouvelle Expression qui ce matin s'intéresse à la contestation de la présidentielle. Le journal qui nous parle de bras de fer engagés entre Maurice Kamto et Atan Gandhi, alors que le MINAT accuse le président du RMC d'incitation à la rébellion. Ce dernier a lancé son plan de résistance nationale ce week-end. Les premières arrestations et libérations ont déjà eu lieu, nous dit le journal qui consacre un dossier aux pages 6 et 7 à cette actualité avec la marche reprimée du MRC à Douala et une centaine de personnes environ interpellées dans la matinée relâchées plus tard dans la soirée du samedi 27 octobre 2018 à Douala à l'issue d'une marche pacifique du mouvement pour la renaissance du Cameroun interrompue par la police. Des militants violentés, blessés et hospitalisés avec parmi eux Maître Michel Ndoki qui est présenté par la Nouvelle Expression sous la barbarie policière. Le journal qui nous parle aussi de bras de fer engagés entre Maurice Kamto et Paul Atan Gandhi dans ses colonnes ce matin, rappelons la sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale quelques heures avant la mise en branle de ce mouvement de résistance nationale impulsé par Maurice Kamto et le MRC. Le MRC qui toujours, nous dit la Nouvelle Expression, projette une marche du côté de Bafoussam avec la demande d'autorisation de la manifestation qui a été adressée au sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 1er. Et l'on parle d'une marche qui pourrait être très courue de ce côté-là, tel que nous rapporte la Nouvelle Expression, qui, restant sur la réélection de Paul Biya, à sa page 5, nous parle de la subtilité de l'Union européenne. L'Union européenne qui reconnaît de façon voilée que le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 au Cameroun a réellement été émaillé de dérives ou encore restant sur cette présidentielle, un chercheur qui explique qui explique dans les colonnes de la Nouvelle Expression l'impact de cette présidentielle sur la vie politique au Cameroun. La dynamique incarnée par Maurice Kamto et sa coalition montre qu'un autre Cameroun est possible. C'est dit par le docteur Fred Eboko dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin. Et puis le Messager qui parle de toute autre chose et notamment des obsèques de Fabien Boussi-Boulaga inhumé dans l'anonymat, nous dit le journal. Universitaire accompli, monument de la pensée africaine et icône de la défense des droits humains. L'éminent philosophe de 84 ans a été conduit à sa dernière demeure samedi dernier à Yoro par Bokito dans l'indifférence totale et l'indifférence surtout du gouvernement camerounais qui, selon le journal Le Messager, a boudé ses obsèques de Fabien Boussi-Boulaga. Assemblée nationale où est passé Martin Ouyono, le député RDPC récemment victime d'une curieuse maladie, reste introuvable dans le département de l'Océan. On parle d'une mystérieuse maladie qui aurait frappé l'honorable qui jusqu'ici ne donne pas de nouvelles. Le mouvement post-électoral et l'UMRC qui défie Paul Atan Gandhi en dépit des menaces du MINAT. Des partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont respecté le chronogramme de leur résistance pacifique à Douala et à Yaoundé. Chez le journal qui rapporte aussi les échos de ce mouvement du MRC dans plusieurs pays étrangers. L'œil du Sahel reste sur la présidence et nous parle de la ville de Douala et du département de la région du littoral. Laurent Esso affaibli par la défaite de Biya dans le littoral. Le journal qui rapporte que selon les scores présentés par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto s'est imposé devant Paul Biya dans la région d'origine de Laurent Esso, l'un des apparatchiks du régime. Le journal qui donne d'ailleurs quelques chiffres avec cette majorité relative de 38,60% pour Maurice Kamto et 35,75% pour Paul Biya. Et dans le détail, Paul Biya a été vainqueur dans 3 des 4 départements du littoral, à savoir le Nkam, la Sanaga-Maritime et le Mungo. Mais on note que dans le département natal de Laurent Esso, Kalovori, le vote a basculé en faveur de Maurice Kamto, 46,21% contre 28,96% pour
pour le président de la République. Des chiffres qui n'honorent pas celui-là qui s'impose comme le patron du RDPC dans cette région, qui n'a donc pas empêché ce raz-de-marée de Maurice Kamto. Et en termes de conséquences, pense le journal, eh bien, le poste de secrétaire général du comité central du RDPC, que lorgnait Laurent Esso, pourrait tout simplement lui échapper dans la nouvelle organisation à venir et à mettre en place par Paul Biya. Le journal qui rappelle d'ailleurs qu'avant l'occupant actuel de ce poste, eh bien, ce sont des natifs de la région du littoral et qui se sont succédés au niveau du secrétaire général de ce parti. Jeune Afrique qui s'intéresse au Cameroun ce matin et avec ce titre, Cameroun, rien ne bouge, mais tout a changé. Au-delà de la réélection, sans surprise de Paul Biya, la présidentielle de 2018 imprime un tournant dans la vie politique du pays, contesté comme jamais depuis un quart de siècle. Le pouvoir en place peut-il encore se reformer? Pugnace mais désuni. L'opposition va-t-elle réussir à représenter sur la durée une alternative crédible? Interrogation qui barre donc la une de Jeune Afrique. Intégration s'intéresse à l'Église catholique du Cameroun ce matin et surtout au son dissonant et discordant au sein de l'épiscopat camerounais. Liturgie dissonante sur la réélection de Biya, nous dit le journal Intégration qui qui a fait savoir que nos seigneurs Cléda Mbarga écrivent à chacun de son côté son épître sur les résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier. Une situation qui divise donc clairement l'épiscopat tel que nous rapporte le journal Intégration. On poursuit avec Mutation qui ce matin parle de la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest et le geste qui sauve attendu de Paul Biya. L'opinion nationale et internationale espère des mesures fortes du chef de l'État réélu, des options qui s'offrent aux vainqueurs de la présidentielle, notamment le dialogue tel que présenté dans les colonnes du journal Mutation qui apporte aussi l'analyse et l'éclairage de Maître Claude Assira relativement à cette actualité. Contestation post-électorale des pro-Kamto manifestent à Douala, à lire à la page 6 de ce journal ce matin. La nouvelle parle du programme de résistance de Maurice Kamto. Kamto préoccupé par ses financiers, nous dit la nouvelle, qui parle aussi, ou qui restant sur ses contestations post-électorales, présente la stratégie secrète de Kamto pour envahir Yaoundé. Chez le journal qui présente aussi les artisans de la victoire de Paul Biya dans ses colonnes, notamment aux pages 2 et 3. Cameroun Tribune s'intéresse à la diplomatie ce matin. Il parle de la bilatéralité de la relation entre le Cameroun et la Guinée-Conakry. Alpha Condé qui écrit à Paul Biya. Le président de la République a reçu vendredi dernier le ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique, Tchèque Talibi Silla, porteur d'un message du président guinéen à son homologue camerounais. Il a également transmis les félicitations d'Alpha Condé au président fraîchement réélu de la République du Cameroun. Et puis Info Matin qui en petite une s'intéresse aussi à la contestation post-électorale. Info Matin qui nous fait savoir que le MRC recrute Monseigneur Cléda, l'archevêque de Douala, vient de prendre fait et cause pour le parti de Maurice Kamto. À lire à la page 2. Repère reste sur cette actualité présidentielle 2008 dans les colonnes du journal Repère et Monseigneur Cléda qui est vomi par tous selon le journal Repère qui relativement à la contestation post-électorale parle du flop de Maurice Kamto. Dans ses colonnes, la météo reste sur la présidentielle 2018 et présente le poids de chaque département dans la victoire de Paul Biya. Dossier à lire aux pages 8, 9, 10 et 11. Le Conseil constitutionnel qui a rendu public le 22 octobre dernier, dans les résultats de la présidentielle du 7 octobre. Également dans l'édition, donc l'apport de chaque région à lire dans ces colonnes. Et puis pour terminer, le quotidien de l'économie qui nous parle ce matin de finances publiques et de l'emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA qui est passé dans ces colonnes ce matin au scanner. Le lancement de l'opération débute officiellement ce jour, 29 octobre, pour s'achever le 9 novembre 2018. Tous les contours de cette opération dans cette édition du journal Le Quotidien de l'économie. Voilà qui nous permet de retrouver nos invités à présent sur ce plateau. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour également Bernard Vatana. Je n'oublie pas les téléspectateurs de la rue des Grandes Dunes. Je dis particulièrement bonjour à un confrère
qui heureusement n'est pas parti via Tripa, mais qui a eu un accident de la circulation tôt ce matin. On lui souhaite beaucoup de courage. Eric Matanet, pour le nommer, il est cadreur à Canal International. Voilà, on lui souhaite prompt guérison. Alors bonjour Bernard Batana. Bonjour Eric Massian-Djomo. Bonjour Thierry Nyope. I will say good morning to Sogum. It is in the northwest. I will say good morning to you, Wututu, in the southwest. Yet is another day. Yet is another day, yet is another week. Alors, on démarre avec ce qui fait la une dans l'essentiel des journaux ce matin. Cette contestation post-électorale, reprise par plusieurs journaux. La nouvelle expression qui nous parle de bras de fer engagé entre Maurice Kamto et Atangandi. Atangandi qui a fait une sortie quelques heures avant que ne soit mis en application ce plan de résistance nationale engagé par le MRC. Alors, finalement, ce MRC qui défie le ministre de l'administration territoriale, Thierry. Oui, il faut parler du plan de résistance, pas seulement national, mais également international, parce qu'on a vu le MRCO des Camerounais proches du MRCO qui défendent la position du MRC également défiler dans plusieurs autres pays au niveau du globe terrestre, notamment en France. On a vu des manifestations de ce côté-là suffisamment encadrées. Il n'y a pas eu de débordement, et la police n'est pas sortie de ses gants. Tout s'est bien passé. La manifestation n'a pas eu de problème de ce côté. Par contre, au Cameroun, notamment ici à Douala, on a vu ce qui s'est passé. Les militants du MRC ont été presque chargés par la police, alors que ils avaient annoncé un programme assez élaboré, un tracé bien connu. On aurait pu faire comme on a fait ailleurs, c'est-à-dire cadrer cette manifestation, faire en sorte que cela n'aille pas dans tous les sens. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Sont pas des images de nature à garantir beaucoup de la quiétude au Cameroun. C'est vrai que nous sommes en période post-électorale et c'est vrai également que le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, avait souligné avec véhémence que être candidat à une élection présidentielle encore au président d'une formation politique ne confère pas l'humilité. C'est la raison pour laquelle toute manifestation sera reprimée avec la dernière énergie en attendant la prestation de serment qui aura lieu au plus tard. Il faut le souligner le 6 novembre. Toutes les manifestations devraient être déclarées, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes dans un état déclaratif. Il fallait justement que le MRC et ses partisans déclarent ces manifestations. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diva Dubois, voilà le Nord revenu, avait effectivement à rappeler aux uns et aux autres que cela ne sert à rien de faire ce qui s'est passé. Il avait même prôné beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de paix en cette période post-électorale et souhaitait effectivement que les uns et les autres, toute proportion gardée, restent chez eux. Malheureusement, le MRC était dans une logique d'affrontement et c'est ce qui s'est passé. Ce sont des images qui ne sont pas de nature à... On a toujours souligné ici, on aurait pu encadrer cette manifestation sans pour autant, parce qu'on a eu comme l'impression qu'il y a eu une expédition punitive du côté du MRC. Par exemple, le siège de cette formation politique du côté de la maison du quartier Grand Moulin a été saccagé, même le portrait du leader de cette formation politique emporté par les SBI qui étaient descendus pour disperser les manifestants. On a également vu des artisans, des gens comme j'ai oublié malheureusement son nom. Non, il y a des journalistes qui ont été également interceptés dans au cours de cette manifestation-là. Ce sont des éléments qu'on devrait décrire. Ça interroge finalement, Bernard, sur le régime des libertés, le régime de manifestation dans le pays. Première arrestation, première libération, tout aussi, à l'issue de cette première journée de résistance nationale du MRC, samedi à Douala. Oui, il faut dire qu'ici, il ne s'agit pas d'un problème de Maurice Kamto. Il ne s'agit pas d'un problème du ministre Atangandi, encore moins du gouverneur. Il s'agit
de manifestation publique sollicitée par un parti politique. Or, nous sommes dans une république régie par les lois. Le régime de manifestation publique est encadré par une loi qui demande que ces manifestations soient déclarées à l'avance. Et on le fait. Et il ne faut pas oublier que les partis politiques... Les partis qui le déclarent le font? Oui, les partis, le dire. Oui, les partis qui l'ont déclaré le font. Dans le cadre, me semble-t-il, de cette résistance nationale et internationale, appelez ça comme vous voulez, ils ont déclaré. Et il s'agit de pas, n'oubliez pas que les partis politiques concourent aussi à la manifestation de la démocratie. L'essentiel étant ici que lorsqu'un parti politique demande que les manifestants soient encadrés, parce que manifestement, ils ont un message à passer. Il faut, au lieu de regarder le niveau de température qu'indique le thermomètre social, on fait des efforts pour casser plutôt le thermomètre. Finalement, on aboutit à un imbroglio où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi par rapport à quoi. Il s'agit d'encadrer les manifestations. Aujourd'hui, quand tu lis les journaux, le messager dit qu'il y avait des centaines de manifestants. Et le gouverneur de la région du littoral dit que non, c'était une poignée de quelques gars qui recherchaient le buzz. Justement parce qu'on n'encadre pas les manifestations. Si la manifestation était encadrée, tout le monde aurait vu que voilà. Et moi je pense que... Quelle difficulté majeure y a-t-il? Thierry rappelait d'ailleurs que ces mêmes manifestations se sont déroulées sous d'autres cieux en Afrique et en Europe, du côté du continent américain, sans qu'il n'y ait des arrestations, sans qu'il n'y ait des libérations. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cela? Alors la difficulté, c'est que lorsqu'on déclare une manifestation, selon les humeurs du chef de district comme du sous-préfet, il peut déclarer la manifestation non recevable, c'est-à-dire que la manifestation n'aura pas lieu. Et du coup, le parti politique qui veut manifester engage un bras de fer. Moi, je pense que c'est aussi simple. Un parti politique demande à descendre sur le terrain pour certainement passer un message. Mais qu'on donne la manifestation. Et la police est là pour encadrer. Qu'ils arrivent jusqu'au gouverneur, s'ils ont un mémorandum à déposer, qu'ils le fassent. C'est comme ça qu'on a fait partout ailleurs. Et tout s'est passé dans l'ordre. Je pense que nous sommes dans un pays régi par les lois. Les lois là ne sont pas faites pour être mises dans les tiroirs. Il faut les appliquer. Le ministre de l'administration territoriale a rappelé justement qu'il y a des lois. Effectivement, il y a des lois et cette manifestation a-t-elle été déclarée jusqu'à présent? On n'a pas eu vent de cette information. On parle par exemple du cas de Bafoussam dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, du Messager, où la déclaration a été déposée au niveau de Bafoussam, de la sous-préfecture de Bafoussam 1er. Oui, pour les autres, mais pour le cas de Douala, la preuve, on ne parle pas de la région de l'Ouest jusqu'ici, on a parlé davantage de Douala et de Yaoundé. Est-ce que la manifestation effectivement elle n'a pas encore eu lieu du côté déclarée? de Bafoussam. On va le voir, on verra si d'ici à là, les choses changent. Mais en réalité, il faudrait que l'on comprenne qu'on devrait dépasser ce stade-là. Ailleurs, on n'a pas besoin de déclarer une manifestation. Un parti politique est quand même connu, il est légalisé, il est encadré. Il y a des gens qui répondent de ce parti politique-là. Donc, quand il décide ou demande à l'autorité administrative parce qu'en réalité, c'est ça le rôle de la déclaration. Dire à l'autorité administrative que nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, et à telle période, voilà le trajet. S'il s'agit d'une réunion en interne où on veut occuper une partie de la route, c'est juste une manière de dire à l'autorité, nous allons faire, permettez-nous de le faire et encadrez-nous, accompagnez-nous. En réalité, c'est ce qu'on devrait faire. Dans ce sens d'ailleurs, Thierry, il y a d'autres manifestations. Certains journaux nous ont parlé d'une démarche pour saluer la victoire du chef de l'État dans le Septentrion. Au-delà du Septentrion, on l'a vu à l'Ouest, où il y a eu on a vu des conducteurs de moto-taxi sans pour autant procéder comme les autres. En fait, comme l'administration voudrait que les autres fassent, descendre, on les a vus dans la rue, on les a vus pour saluer la victoire du chef de l'État. Cela s'est passé notamment à Yaoundé sans que cela ne dérange personne. Il faudrait justement qu'on arrive
à dépassionner le débat et que l'on comprenne que un parti politique n'est pas nécessairement là pour s'opposer. Il est tout à fait normal, une élection présidentielle comme celle-ci vient d'avoir lieu. Les autres formations politiques ne sont pas d'accord avec le résultat qui a été rendu public. C'est vrai quand même que la messe a été dite. Le Conseil constitutionnel qui statue un dernier ressort, passer les 5 étapes, notamment la convocation du corps électoral, l'élection, la campagne électorale, l'élection, le contentieux post-électoral et la promulgation la proclamation des résultats, tout a été fait. Mais la messe a été dite, Paul Biya a été élu. Pour l'instant, au regard des chiffres officiels et au regard de la sortie du Conseil constitutionnel, les autres, s'ils ne sont pas d'accord, peuvent continuer à manifester, mais de la manière la plus pacifique. Il n'y a pas eu de casse dans la ville de Douala. Par contre, si les casses ont été enregistrées, elles ont été enregistrées du côté de ceux qui étaient chargés de veiller au respect de la loi. Parce que, je vous dis, j'ai les images du siège du MRC qui a été détruit. Ce n'est pas normal. C'est eux, en fait, qui ont commencé la discussion. Les autres ont souhaité manifester pacifiquement, il le précise. Manifester pacifiquement avec ce qu'on appelle chez nous l'arbre de paix, avec des pancartes, avec des t-shirts floqués, non au hold-up électoral. Voilà ce qu'ils avaient prévu faire. Comme cela s'est passé, vous l'avez souligné tout à l'heure, du côté de l'Amérique, du côté de la France et dans quelques pays africains, sans que cela ne nécessite ce fort déploiement qu'on a observé dans la ville de Douala. Sont des choses qu'on devrait déplorer pour condamner. Alors, comment comprendre que, en même temps, d'autres manifestations aient pu se tenir, voilà, sans qu'il y ait de casse? Alors, selon qu'on est d'un bord comme de l'autre, moi je pense que la loi, si elle est loi, l'organisation, si elle est organisation, elle doit être la même pour tout le monde. On ne doit pas appliquer la loi à 2 vitesses. D'un côté, il y a des gens qui sont du parti au pouvoir, qui manifestent en toute quiétude, au contraire, qui font des déclarations, et de l'autre, ceux qui sont dits de l'opposition, et qui sont empêchés de manifester. Moi, je pense que tous, que ce soit du pouvoir que de l'opposition, concourent à l'expression de la démocratie. Selon que on fera parler, on laissera les gens, et notre démocratie en sortira grandie. Et chaque fois que la police vient pour réprimer, c'est notre démocratie qui est remise en question. Vous avez vu au carrefour Bessengue, à Bessengue, à la vallée Bessengue. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en 90, 91, qui s'est passé à Bessengue. On n'a pas évolué, on est allé à reculons. Parce qu'à Bessengue, l'Union pour le changement avait été bloquée justement là-bas par la police. Autant que samedi dernier, les militants du MRC ont été bloqués par la police, se sont mis tous assis, ils ont mis les branlets, ils ont chanté l'hymne national. On n'a pas évolué. 28 ans après, on applique les mêmes méthodes. Mais moi, je pense qu'on devait évoluer. On a dit que nous sommes ouverts. Il y a une ouverture démocratique. On devait évoluer. On devait changer de logiciel. Parce que, manifestement, on est sur le même logiciel 28 ans après. Donc on estime qu'il y a eu recul. Alors, autour de cette actualité toujours, on va voir ce que disent d'autres journaux. Laurent Esso affaibli par la défaite de Paul Biya dans le littoral. C'est ce que nous dit l'œil du Sahel, restant sur cette présidentielle, la présidentielle qui joue les prolongations, comme vous l'avez si bien dit. Ceci en attendant la prestation de serment qui devrait intervenir au plus tard le 6 novembre à venir, comme rappelé tout à l'heure par Thierry. Alors, Laurent Esso, véritablement affaibli par ces résultats, le journal qui rappelle que dans la région natale de Laurent Esso, le patron du RDPC, justement dans cette région, Paul Biya a perdu. Oui, c'est vrai que Paul Biya a perdu dans le département du Vori, pas dans la région du littoral. Dans le département, oui. Il est le coordinateur régional. Le RDPC a gagné dans le Mongo, dans la Sanaga maritime et dans le Nkam. Maintenant, dans le Vori, il y a beaucoup d'aléas qui ont malheureusement joué en défaveur du RDPC. Vous le savez que ce sont... le département du Vori est une zone cosmopolite où on retrouve un peu toutes ces composantes sociologiques et notamment il y a une forte concentration de l'élite de la population bamléké qui était plus ou moins acquise aux idéaux
du MRC. On l'a vu, que ce soit du côté de Douala 3e, où le RDPC a lamentablement échoué, que ce soit du côté de Douala 5e également, les choses n'ont pas suffisamment évolué ici, là-bas. À Douala 2e, le RDPC s'en est sorti grâce, ça il faut le souligner, à l'appui de la communauté musulmane et des autres communautés, notamment les Sawa, qui sont de ce côté, et la communauté Mbo, par exemple. On l'a vu, ces gens-là. On a également vu, par exemple, il y a d'autres communautés qui se sont mêlées à cette victoire-là. Mais du côté, dans les bastions où la communauté Bamleke est suffisamment ancrée, le RDPC a lamentablement échoué. Et on a même vu du côté de la 2e où, dans le propre bureau de l'édile de cette localité de Nice-Fampour, le RDPC n'a pas eu un bon résultat. Donc on comprend effectivement que la communauté Bamleke a certainement péché ou en fait n'a pas favorisé la victoire du RDPC dans cette localité-là. Mais le RDPC n'a pas réellement perdu. Et du coup, pour Laurent Esso, tel que dit le journal du Sahel, à Douala 1er, donc dans le Vori toujours, mais dans l'arrondissement de Douala 1er, le RDPC n'a pas perdu. Le RDPC n'a pas perdu à Douala 2e grâce, je l'ai souligné tout à l'heure, à d'autres communautés qui ont beaucoup joué. Mais des communautés, des localités à forte concentration de cette composante sociologique-là, notamment Douala 2e, Douala 3e et Douala 5e, ont basculé du côté du MRC. C'est tout à fait compréhensible. Il y a eu une sorte de vote ethno-tribal. Vous vous rappelez d'ailleurs ce que le professeur Gabriel Lep avait appelé le village électoral. On l'a ressenti beaucoup plus du côté de ces trois localités-là. Alors, le journal pense que voilà, Laurent Esso qui lorgnait le poste de secrétaire général du comité central du RDPC, un poste qui est très souvent revenu aux originaires de la région du littoral, et bien que cela pourrait avoir un impact sur cette visée. Oui, il faut le dire, hein, au moment de la redistribution des cartes, après une élection, on interroge la popularité de telle ou telle élite. C'est évident que lorsque tu es impopulaire dans ton fief natal, c'est évident que cela veut dire que tu ne traînes plus les foules et donc tu ne peux pas être utile au régime en place. Par conséquent, tu es écarté. Je pense que c'est aussi simple que cela. Il s'agit ici de savoir si tel ou tel est populaire, parce que c'est ça. C'est pour cela que les élites, envoient, c'est pour cela que on envoie les élites dans leurs différentes régions, et pour savoir de quel poids ils pèsent au niveau de cette région. On a vu que, et puis là on spécule encore, que le secrétaire du comité central du RDPC a été battu dans son fief, et que par conséquent... Voilà, même si le chef de l'État a gagné à l'Ouest. Oui, même si le chef de l'État a gagné à l'Ouest, par conséquent, on va tirer les conséquences de cette déculottée. En politique, ça n'excuse pas. Absolument. Ça n'excuse pas, parce que quand tu n'es pas populaire, tu n'es pas populaire. Voilà. Le Jeune Afrique qui a un titre magnifique ce Cameroun, ce matin sur le Cameroun, dit Cameroun, rien ne bouge, mais tout a changé. Oui, mais vous constatez effectivement que les choses ne bougent pas sur le terrain. Dans toutes les démocraties... Qu'est-ce qui ne bouge pas? C'est voilà, le même président qui est resté, qui va prolonger après 36 ans. Mais dans quel sens est-ce que tout a changé, tel que nous le dit Jeune Afrique ce matin? Les choses ont changé dans les mentalités. Vous avez vu, les campagnes électorales, elles n'étaient plus comme celles de 2011, elles n'étaient pas comme celles de 2004. Il y a eu un gros changement de mentalité à ce niveau. Il y a la jeunesse qui s'implique de plus en plus dans la gestion des choses de la République. Il y a eu un fort engagement, même comme beaucoup de jeunes ne se sont pas inscrits sur les listes électorales et ils l'ont compris un peu plus tard. C'est la raison pour laquelle on espère que, étant donné que le paradigme a quelque peu évolué, que les jeunes vont davantage s'impliquer en 2019, c'est pour cette raison que les choses vont d'une manière ou d'une autre bouger à partir de 2019. Il y aura une sorte de juvénisation. Pour 2019, les choses vont bouger et les choses vont changer. La bataille sera assez importante. Il y a une sorte de juvénisation des cadres. Regardez dans les débats, même dans les télévisions, où il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui prennent la parole, qui prennent les devants. Et je crois que cela est à mettre à l'actif des gens comme Cabral Libi, comme Serge Espoir Matomba, comme Franklin Difort
ils sont nombreux comme ça, et qui travaillent même parfois en back-office pour permettre justement à cette jeune génération de comprendre que l'avenir du Cameroun repose entre les mains. Parce que, tel qu'en soit le cas, les choses ne vont pas beaucoup évoluer autour du chef de l'État, ne nous mentons pas. Peut-être Laurent Esso a perdu dans quelques arrondissements dans le Vouri, peut-être Jean Koueté a perdu dans sa localité, mais pas à l'ouest, il faut le dire, parce que Kamto même a perdu à Baham, qui est son village, au point où il a une dent dure aujourd'hui contre le chef Baham. Pourtant, le même Maurice Kamto ne s'était pas insurgé quand le chef Baham perpétrait certaines exactions, notamment au niveau de la chefferie, où il mettait à mal, parfois, Kamto, ça il faut le souligner, pour ce Kamto est conseiller du chef Baham à la communauté, mais au sein de la chefferie. Mais là-bas aussi, il y a eu des problèmes. À ce niveau, on lui fait d'ailleurs des reproches à ce niveau. Il n'est jamais monté au créneau pour dire à son chef que ce que tu fais n'est pas mal en tant que conseiller. Pourquoi estime-t-il aujourd'hui que le chef Baham devrait être à ses côtés? Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être enregistrés comme ça, mais autour du chef de l'État, véritablement, les choses ne vont pas évoluer. Il va prendre les mêmes, va faire pour recommencer. Alors, que ce soit Laurent Esso, Jean Koueté, Grégoire Ouna, Joseph Ouna, ce sont toujours les mêmes personnes qui vont entourer le chef de l'État. Voilà. Et cette élection a aussi finalement le mérite d'avoir divisé l'Église catholique. Le journal Intégration, tout comme d'autres journaux en parlent ce matin. Liturgie dissonante sur la réélection de Paul Biya. Monseigneur Cléda, qui a relevé des irrégularités, qui s'est étonné des scores enregistrés par Paul Biya dans certaines régions et qui a demandé que un regard soit accordé sur les réclamations de certains leaders de l'opposition, alors qu'en face, du côté de Yaoundé, l'archevêque lui semble dire voilà, tout s'est bien passé, tout est bien. Oui, et pourtant à l'église le son de cloche est le même pour tout le monde. Et quand c'est les pasteurs, il y a dissonance au niveau de la liturgie. On est coutumier de ce genre de choses. Souvenez-vous, lorsque Monseigneur Mbala Benoît est tombé dans le puits, dans il est décédé, tombé dans l'eau. C'est le président du conseil épiscopal, Monseigneur Cléda, qui est parti de Douala pour aller à la rencontre des fidèles, alors qu'on avait au niveau de Yaoundé le responsable de l'archevêché. Donc il y a toujours des dissonances comme ça. Les uns disent c'est des hommes. Au niveau de la liturgie. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau de proximité des uns avec le pouvoir? Oui, bien sûr. Yaoundé a la proximité du pouvoir. Vous savez, l'environnement aussi peut jouer dans le comportement des gens. À Douala, c'est la ville la réputée frondeuse, la ville qui s'oppose à tout et à rien. On peut mettre Cléda dans ce cadre-là, autant qu'à Yaoundé, on respecte l'ordre républicain. Quand le Conseil constitutionnel a dit, voilà, c'est lui qui est élu comme président de la République, on s'en tient à cela. Tout simplement. Alors, sur cette actualité, cette division de l'Église, Repère nous dit que Monseigneur Cléda est vomi par tous. Non, je ne pense pas. Monsieur Cléga est resté dans sa logique. Rappelez-vous qu'avant la tenue de cette élection le 7 octobre dernier, Monsieur Cléga avait commis une sorte de lettre aux fidèles où il présentait pour lui le portrait robot du futur président de la République, et les éléments qui avaient été présentés par Monsieur Cléga semblaient mettre de côté le président Biya. Il se trouve malheureusement que le président Biya a été élu. C'est vrai quand même que le score est assez laisse quand même songeur. Il a été élu à hauteur de 2,5 millions, alors qu'en 2011 il avait été élu à hauteur de 3 777 000 et poussière de voix. Il y a un gap quand même d'1 200 000 et plus de voix qui n'ont pas voté pour le président Biya. Ça veut dire quand même que peut-être le message est passé. Peut-être que les Camerounais ne se sentent plus très à l'aise aux côtés du président Biya. Il faut regarder le fort taux d'abstention qui est de plus de 45%. On l'avait jamais vu au Cameroun. Ce sont quand même des chiffres qui interrogent. Le MRC dit, informateur autant pour moi, dit le MRC recrute Monseigneur Cléda. Je continue à dire que quand on regarde sa sortie, il est resté égal à lui-même. Effectivement, tout à l'heure, malheureusement, vous n'avez pas certainement évoqué le journal en question. Éco-Santé
vous dit carrément que nous sommes quittés, en fait, que la barre au niveau de l'épidémie de choléra est autour de 600 cas enregistrés pour près de 40 morts dans la partie septentrionale du pays. Voilà une partie du Cameroun qui a voté le chef de l'État à près de 90%. Et malheureusement, là-bas, les gens continuent encore à mourir des suites de choléra. On n'a pas accès au centre de santé public. On n'a pas accès à l'eau potable. Mais voilà cette zone qui... Et ce sont des éléments qui ont quand même poussé, monsieur Cléga, on peut le comprendre, à se poser des questions. Comment une zone aussi enclavée, qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas d'école, qui n'a presque rien, mais qui continue à féliciter, à encourager, à accompagner. Je vous rappelle que le Grand Nord a accompagné le chef de l'État à plus de 40% dans cette victoire-là. Comment une région pareille peut continuer à faire confiance au chef de l'État? Ce sont des questions quand même que l'on mérite de se poser. Maintenant, il a été élu. Est-il vomi? Moi, je pense pas. Il a donné son point de vue. Maintenant, la conférence épiscopale nationale aura également une sortie. Ouais, monsieur les gars l'a souligné tout à l'heure. Vous le précisez si bien. Voilà, il s'agit là de sortie de personnel, personnel. Voilà. Et on va terminer avec le journal Mutation qui ce matin s'intéresse à la crise anglophone et le geste qui sauve attendu de Paul Biya. Ça peut être quoi le geste, vous qui vous intéressez assez bien à cette crise? Oui, le geste qui sauve, c'est d'aller vers, parce que le principal grief que les anglophones font, c'est qu'ils n'ont pas été, que le président de la République n'est pas allé là. Et que, voilà, ils ont été laissés comme des orphelins par rapport à une crise qui est devenue, à la limite, un conflit. Parce que, voyez-vous, au niveau de la crise anglophone, ce n'est pas tous les anglophones qui sont acquis à cela. Et les choses sont tellement allées, parce que moi j'ai eu la chance de suivre cette histoire de crise anglophone. Elle prend naissance en avril 1977, lorsque la Sonara commence à fonctionner et que les impôts dus à l'exploitation de la Sonara sont reversés à Douala. Les gars de Victoria disent que ce n'est pas normal. Et ensuite, il y a eu le All Anglophone 1, le All Anglophone 2, qui a donné naissance au SDF. En réalité, le SDF est une émanation du All Anglophone Conference. Et donc, qui est une émanation de All Anglophone Conference, avec tout ce que cela a comporté. Après, on est allé au Southern Cameroon National Council, avec le chief Ayaba, qui a essayé de moderniser les choses. Il y a eu beaucoup de débats au sein du Conseil. Il y avait parmi eux des autonomistes, des indépendantistes et autres là. Jusqu'à ce que, en 1999, le mouvement se radicalise. Lorsque Ebenezer Akwanga et les autres font irruption à Radio Boya pour annoncer l'indépendance du Cameroun anglophone. Et c'est comme ça qu'il y a eu une succession de manifestations et contre ma répression. Non, je pense que, et comme ils l'ont dit, hein, ils ont le geste tel que le geste qui sauve, c'est d'aller descendre sur le terrain, rencontrer les leaders, parce qu'il y a rencontrer, là on a dit on connaît les leaders, qu'on exhibe sur la table du dialogue. Alors en 30 secondes, parce qu'il faut qu'on sorte Thierry, le geste qui sauve attendu de Paul Biya pour vous. Non, c'est l'une des patates chaudes qui attend le président Biya. Il faut qu'il solutionne la crise anglophone. Je vous rappelle que la crise anglophone a des répercussions. Alors je vous parle, même au niveau du marché central, les populations de Kumba et le reste ne viennent plus se ravitailler parce qu'on a comme l'impression que cette zone est coupée. Il faudrait justement que cela participe à relancer même l'économie nationale. Voilà, merci Thierry, merci Bernard, merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur. Demain sera notre jour, nous serons là pour un autre numéro. Au revoir.